Merci d'être là ce soir, en fait, pour accueillir avec nous à la Panacée Saadane Afif, qui vient nous parler aujourd'hui, en fait, aussi en avant-première, en tout cas en amorce ou en introduction du projet de l'exposition qui va réaliser ici même le 13 octobre prochain. Et je suis très heureux d'accueillir Saadane aussi parce que c'est un artiste dont l'œuvre frappe ces 15 dernières années maintenant par sa rigueur, par la rigueur de ses protocoles, par la manière dont il a installé avec une force, à mon avis, sans vraiment d'égal dans sa génération, la question de la traduction des formes. Et on pourrait même pas parler à son sujet d'une véritable entreprise de transmigration en fait des formes par matérialisation, dématérialisation, rematérialisation successive. C'est cette entreprise extrêmement rigoureuse et d'une originalité genre, totale qui nous est donnée aujourd'hui en fait à entendre à travers son propre récit. Et vous avez trouvé en fait en arrivant à votre siège en fait un petit texte en fait qui, si je me souviens bien, donc accompagnait cette pièce-là. Ouais, mais tu vas en parler certainement, donc je vais pas insister davantage. Saadane, merci d'être parmi nous. Je te laisse la parole. Merci Nicolas. Alors bonsoir, oui, je m'appelle Saadane Afif. Je suis ravi de pouvoir présenter mon travail en français. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Je vais commencer comme ça. Je vais commencer par vous raconter des histoires, hein, puis on va voir vers quoi on va aller. Mais vous avez un texte là que j'ai posé, que j'ai laissé volontairement sur vos sièges. C'est le texte qui accompagne cette œuvre qu'on voit en reproduction ici et qui est sur cette qu'on pouvait prendre dans la galerie, qui est sur ces piles de photocopies. C'est une œuvre que j'ai réalisée avec mon père en 2003, qui s'appelle Mort, enfin quelque chose comme On demande plus, qui vient d'un souvenir de mon paternel, qu'il avait évoqué même avant que j'ai décidé d'être artiste. J'ai toujours gardé ce souvenir en tête. C'est une petite histoire un peu comme le rat des champs, le rat des villes. Mon père est algérien, il est né à Sidi Bel Abbès et très jeune, il est tombé malade quand il avait 8-9 ans. Il était dans cette petite ville de Sidi Bel Abbès et on l'a envoyé chez la famille de mes ancêtres, enfin des parents de parents, qui sont des gens qui sont des paysans qui vivent du côté de Tlemcen, qui vivent de façon très pauvre, dans des maisons. J'étais là-bas il y a une dizaine d'années, dans lesquelles il y a la terre battue au sol, et qui ont des vergers, qui sont des paysans. Et ils l'ont envoyé là pour se remettre. Et c'était un jeune garçon qui a eu la chance de faire l'école française, enfin en tout cas pour lui, il en parlera comme ça, parce qu'il a après immigré en France, et donc qui était déjà assez éduqué, assez citadin. Et quand il est arrivé là-bas, il a trouvé vraiment qu'il arrivait dans un monde de sauvages, il a été extrêmement effrayé. Et il raconte ça dans ce texte. La pièce, en fait, le protocole de la pièce, c'est que je lui ai demandé de me décrire ce souvenir, et puis dans le souvenir, il apparaît un moment un dessin, donc j'ai reproduit ce dessin. Donc il est là-bas, etc. Et puis à un moment, il supporte vraiment mal son séjour. Et puis à un moment, les familles décident, par mesure d'hygiène, de peindre à la chaux l'ensemble du hameau. Et donc c'est l'Algérie, c'est blanc comme ça, immaculé, ils refont tout à neuf comme ça. Et puis quand tout est fini, quand tout est magnifique comme ça, il y a une vieille dame qui arrive avec un pot de peinture et puis qui commence à dessiner une fleur avec son pot sur un mur. Et là mon père me dit, mais j'étais dans cet espace où je prenais ces gens pour des sauvages qui n'étaient gouvernés que par la nécessité, quotidienne. Et finalement, je découvre ce geste magnifique de cette femme qui peint une fleur sur un mur et qui a un geste en plus, en fait, un geste qui raconte quelque chose
complètement différent de ce quotidien de ce quotidien de nécessité, et qui finalement, ces gens que j'avais mis finalement au rang des bêtes revenaient dans le giron de l'humanité. Ils revenaient parmi nous dans le giron de l'humanité, et c'est une possible, évidemment, définition de l'art. Il y en a d'autres, hein, évidemment, hein. Mais c'est une possible définition d'une, je sais pas si on peut dire une fonction, mais en tout cas, oui, une définition de l'art, comment l'art sert des communautés, comment l'art est quelque chose qui nous lie et qui nous permet de partager des visions communes, des façons d'être au monde communes, etc. Alors moi, c'est un souvenir qui m'avait toujours fasciné, et puis une bonne dizaine d'années après, ou 15 ans après, j'étais devenu artiste, hein, j'avais une exposition dans une galerie, et j'ai demandé à mon père donc, de m'écrire cette lettre que vous avez là, qui m'a envoyé tapuscrit, comme ça. Et il a dessiné cette petite fleur, que j'ai fait reproduire en néon, et puis je mettais à disposition la lettre pour le public. Alors ce dispositif, qui est un dispositif œuvre-texte, donc j'ai fait ça en 2003, est devenu après un dispositif que j'ai beaucoup répété, mais à ce moment-là, évidemment, je ne savais pas que j'arriverais après vers des solutions formelles de cet ordre-là. Pas très longtemps après, j'ai eu une petite crise comme ça, j'ai eu une double question existentielle, enfin, en tout cas une existentielle et l'autre peut-être d'ordre stratégique. La question existentielle, c'était, en tant que jeune artiste, je sortais d'une école depuis pas très longtemps, depuis 4-5 ans. Je commençais à avoir un début de carrière, j'étais invité par Nicolas dans quelques expositions. On se retrouve assez vite, finalement, face au système de l'art, assez isolé, finalement, dans nos pratiques. C'est-à-dire que bon, on commence à construire une œuvre, et puis l'art c'est un vrai système, c'est-à-dire qu'on répond à des demandes, à des expositions, etc. Et on se retrouve assez vite, enfin moi en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais moi j'ai senti que je me retrouvais assez vite isolé. C'est quelque chose qui me semblait pas du tout, je me sentais pas du tout à l'aise avec cet isolement vers lequel j'étais mené. Et puis en parallèle, je m'étais aperçu que les artistes qui m'intéressaient le plus sont les artistes qui ont produit leurs propres commentaires sur leur travail, qui ont vraiment à un moment pris en charge la façon dont dont on transmet le travail lui-même et dont on raconte le travail. Et ça, c'était aussi un peu en réaction par rapport à... J'avais écrit un texte quand j'étais aux Beaux-Arts 4-5 ans avant, un truc comme ça pour, je sais plus, c'était une présentation de diplôme ou quelque chose comme ça, qui était finalement resté, c'était l'apparition d'Internet, donc ce truc s'était retrouvé sur Internet, et puis je retrouvais encore dans des copier-coller de journalistes ou de critiques, etc., des bouts de machin de ce truc qui devenaient informes à force d'être copier-coller, etc. Je me suis dit, c'est quand même pas possible, il faut que je maîtrise un peu plus il faut que voilà. Donc c'était une sorte de, c'était assez flou, hein, c'était pas aussi bien articulé, mais c'était un truc comme ça, une sorte d'intuition. Et j'ai eu une exposition, donc ça c'est la lettre qu'on vient de voir. J'ai eu une petite exposition dans un musée en Allemagne qui s'appelle le Wolfgang Museum, qui était vraiment un truc très simple, et dans laquelle il n'y avait pas du tout de budget, donc on m'a demandé de ramener, d'articuler 4 œuvres comme ça. J'ai réussi à en produire une très vite qui était assez simple à faire. Et j'ai demandé, je me suis dit, mais ça m'ennuyait parce que à cette époque-là, maintenant ça m'ennuierait moins, mais à cette époque-là, l'enjeu quand tu es jeune artiste, c'est quand même de pouvoir, enfin, pour moi, c'était toujours de pouvoir, pour chaque nouvelle exposition, de pouvoir mettre en place des nouveaux dispositifs, des nouvelles œuvres, etc. Ça me semblait très important, et là, pour le coup, je trouvais pas beaucoup d'intérêt finalement à rapporter 4 pièces existantes dans une exposition. Alors j'ai réussi à négocier avec le curateur de faire une expérience, et j'ai réussi à avoir un petit budget pour commander à l'artiste que vous connaissez sûrement qui s'appelle Lily Reynaud-Dewa, qui est quelqu'un dont je suis très proche. Je lui ai demandé que je savais qu'elle écrivait très bien et qu'elle aimait ça. Je lui ai demandé d'écrire des
textes de chansons sur chacune des œuvres que je présentais. Ce qui était une expérience, qui était vraiment une simple expérience. Le résultat était vraiment extraordinaire, enfin au-delà de mes espérances. C'est quelque chose de très dirigé. Hein, je raconte les œuvres que je présente et je demande je choisis la forme, puisque je choisissais la forme de la chanson, c'est moi qui l'ai choisi. Donc je choisis une forme poétique qui vient en regard d'une œuvre qui est aussi une forme poétique. Donc on n'est pas dans quelque chose qui vient expliquer quelque chose, mais on est plutôt dans des choses qui rentrent en résonance, qui viennent quelque part augmenter le sens des choses, comme ça, comme une sorte de machine à augmenter le sens. Et je me suis retrouvé avec donc comme je raconte beaucoup les œuvres, etc., l'auteur est évidemment pas face à une page blanche, mais en même temps, évidemment, il amène une part de son imaginaire. Et les liens entre les œuvres et les textes étaient très très précis et très forts, même si évidemment métaphoriques, hein, on est sur vraiment des formes poétiques, mais on pouvait vraiment les lire entre les lignes, hein, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et donc j'ai reproduit ce geste jusqu'à aujourd'hui, hein, je le fais maintenant systématiquement. J'ai environ 150 textes de chansons qui traitent de mon travail, enfin qui accompagnent mon travail aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer maintenant comment, à travers un exemple assez précis, il se trouve que c'est l'œuvre qu'on aimerait pouvoir présenter avec Nicolas ici en octobre, donc ça vous racontera un peu quand même ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment fonctionne une commande. Alors, ça, les pages qui vont suivre, c'est les pages d'une sorte de petit dossier que j'envoie. Alors je travaille qu'avec des gens proches, dont je sais qu'ils aiment écrire, ou des amis d'amis. Et c'est quelque chose qui se fait en tout cas dans un cercle d'intime. Voilà. Ça c'est important aussi à savoir. Donc ça c'est un projet que j'ai fait en 2014, là on peut le voir. J'ai gagné un prix dans une toute petite ville qui s'appelle Düren en Allemagne, qui est vraiment un bled coincé entre la frontière belge et Cologne, mais qui a un musée. Parce qu'il y a un mécène, c'était des papetiers, et il y a un mécène qui est là et qui a un musée qui s'appelle Leopold Hoche Museum. Et comme j'ai gagné le prix, on m'a demandé de faire une exposition, donc j'ai été là-bas, et puis j'ai proposé ça, voilà, je leur ai proposé ce qui suit. Alors je vais vous lire, peut-être, je sais pas si c'est un peu rébarbatif peut-être, mais je vais vous lire quand même le texte, comme ça, vous comprenez enfin, c'est pas très long, et vous comprendrez comment je m'adresse à l'autre quand je lui commande une chanson. Alors, et puis ça raconte le projet, donc comme ça j'ai pas besoin de le dire deux fois. Donc voilà, donc je présente, là je montre une photographie documentaire qui documente mon projet. Premier titre, sous-titre, un contexte. Projet pour le Guter Pale Prize Leopold Hoche Museum Düren. Vernissage mai 2014. Düren est une petite ville de l'ouest de l'Allemagne, proche de la frontière belge. Un peu moins d'1 kilomètre sépare la gare du Leopold Hoche Museum, où je suis invité à exposer. C'est un endroit sans qualité, et pourtant un ici pour ses habitants, qui pourrait être aussi tous les ici du monde. Cette évidence, pardon, excusez-moi. Cette évidence m'a donné envie de montrer une maquette très précise, à l'échelle entière, d'un des lampadaires qui se trouve sur le quai de la gare. Cette sculpture sera posée sur un socle dans une salle d'exposition du musée. Elle fonctionnera comme un modèle. L'éclairage et les annonces publiques se déclencheront simultanément sur l'original. C'est-à-dire que les annonces publiques on a trouvé un système pour que les annonces publiques qui sont données dans la gare existent aussi sur la maquette. Et sa réplique et son titre sera simplement ici. Alors on avait un effet très fort miroir, parce que vraiment on a 1 kilomètre de la gare, qui est une petite gare, et on est dans le musée, et on retombe sur le
panneau, mais qui est une sculpture puisqu'il est à l'échelle 1/3. Donc on est vraiment dans une forme de représentation, mais on est quand même dans un effet miroir très fort pour les gens du coin, les gens. Les lampadaires de gare servent de support au panneau qui indique le nom de l'endroit où nous nous trouvons. Parfois s'y greffe une horloge et ou un haut-parleur qui diffuse les annonces qui rythment la journée. Ils sont de puissants marqueurs de temps et d'espace qui m'ont souvent rappelé à mon présent, à l'instant lorsque du coin de l'œil, je les ai aperçus au travers des vitres d'un train. C'est quand tu passes comme ça dans un train, t'es un somnolent et tu ouvres un œil et tu vois, ah tiens, Montpellier, et puis après, voilà. Le design de ceux de la gare de Duren le design de ceux de la gare de Duren est particulièrement banal. L'objet n'est vraiment pas sexy. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je raconte à des gens, à des intimes, pour leur demander d'écrire un texte de chanson sur un projet, voilà, en cours. Un sujet de chanson, sous-titre. Mais là n'est pas la question, le modèle représenté aurait pu être de n'importe quelle autre gare, lieu au monde, et l'objet de cette commande, c'est très précisément ce que ce lampadaire peut évoquer, en l'occurrence, l'ici et maintenant de l'être, des choses, le hic et nunc, l'instant présent, le présent immédiat. Il nous ramène là où nous sommes, et ainsi d'où nous venons. Il représente également l'idée d'un lieu, la force du local, à rebours de l'exotisme et du global, au d'où nous sommes, à ce qui se passe à proximité, et renvoie à être ici, au vivre ici, au territoire, à une certaine incongruité du banal et probablement à bien d'autres choses. Autant de sujets qui ont déjà fait leur preuve pour l'écriture de chansons et qui, je l'espère, t'inspireront également. Ces textes seront présentés sur les murs de l'exposition où sera exposée la maquette en lettres adhésives autour de la sculpture. Ils auront également pour titre « Ici ». Parce que chacun des textes que je commande garde le même titre que l'œuvre à laquelle il se rapporte. Ça fait partie des règles. Donc j'envoie un petit bout de maquette comme ça, qui est fait sur, vous connaissez tous SketchUp, un truc rapide comme ça, paf. Donc on a une idée de comment va être l'œuvre. Et ça, c'est les règles de la commande d'une chanson. J'ai essayé de vous les traduire, je pensais que je les avais en français, mais elles sont en anglais. Donc la commande est d'écrire une chanson. La chanson doit se rapporter à l'objet décrit. Premier degré, 50e degré, peu importe. L'auteur est invité à m'envoyer une explication de texte avec la chanson. Mais ce document reste dans l'archive du travail et n'est jamais montré. La chanson garde le même titre que l'œuvre à laquelle elle se rapporte. La chanson sera présentée au mur en lettres vinyle adhésives, comme les textes la façon dont je présente les chansons imite les textes de présentation des musées. Hein, ils ont donc ils disent ceci explique cela, mais finalement comme ce sont des poèmes, ils n'expliquent rien, ils vibrent avec, mais ils n'expliquent pas. Mais ça reproduit évidemment ce type de texte. Je considère le texte dans la forme que je lui donne dans les expositions comme une de mes œuvres. Le texte, quand il fait partie de mes expositions, est signé par l'auteur ou son pseudonyme s'il préfère, et suivi de mes initiales séparées d'un slash, comme ça peut se faire dans des systèmes de production à plusieurs, dans le monde du disque par exemple. Pour le dire simplement, clairement, je co-signe le texte avec l'auteur, seulement quand il a une forme dans une exposition dans mon travail. En faisant ça, j'assume le processus de commande, l'origine de l'idée, l'intention, une part du contenu, parce que j'apporte une part du contenu, le choix de la forme poétique, de la forme de la chanson, hein, de la forme que je donne au travail. Ces deux signatures sont la marque du processus de l'œuvre. Et le nom de l'auteur est attaché toujours à l'œuvre, c'est-à-dire que le travail, entre guillemets, devient aussi le motif de mon travail, c'est aussi le nom de ces gens qui apparaissent dans le travail. Hein, comme les peintres peuvent avoir un motif de fleurs, moi c'est ces noms qui viennent dans le travail qui est aussi très important.
Et ensuite, c'est une sorte de copy share qui n'existe pas. On a le droit des copyright, on a le droit des copyleft, mais le copy share, le copy partagé, ça n'existe pas. On essaye de l'inventer un peu à travers ce genre de processus. Et donc, ça veut dire que l'auteur est libre d'utiliser dans son propre domaine le texte qu'il a écrit. S'il veut faire un livre de poésie ou whatever, il peut le faire, à condition que moi, je reste aussi maître chez moi de pouvoir. Donc, ce travail parle aussi de champs, des champs dans lesquels nous parlons, de leurs frontières, de la façon dont on peut passer ces frontières ou pas, mais ils décrivent aussi des champs d'action, des territoires d'action. Moi, en tant qu'artiste, probablement mon médium favori, c'est l'exposition. Donc ça implique des lieux, des relations avec des curateurs, il y a un système pour ça qui est en place. Peut-être que pour les auteurs, ça peut être, je travaille aussi avec des écrivains, c'est le livre. Voilà. Ces textes, c'est un travail qui peut paraître assez tautologique finalement et qui aurait pu s'assécher. C'est un travail qui finalement génère son propre commentaire à travers un système, un processus assez simple qui est mis en place. Alors pourquoi les chansons moi je m'intéresse pas du tout, enfin je vais pas vous dire ça comme ça, parce qu'en général, mais c'est-à-dire que moi je suis pas un artiste rocker ou musicien ou quoi que ce soit, je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse beaucoup dans les systèmes de production de chansons et de musique, c'est que c'est des systèmes très clairs de mise, d'enchaînement, d'enchaînement d'action au cœur d'un processus. Tout le monde s'accorde à dire qu'une chanson peut avoir un sujet, l'amour, le soleil, etc. Donc pourquoi pas une œuvre d'art? Donc ça, voilà. Donc après, pour moi, c'est vraiment des formes qui sont très didactiques et qui montrent assez bien comment peuvent se mettre en place des chaînes de processus pour produire des choses. Ensuite, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est ce que j'ai découvert aussi, parce que tout ça, je vous raconte ça maintenant, mais j'ai quand même un peu de recul. Mais tout ça, c'est venu aussi avec le temps. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que le fait d'offrir ça à l'imaginaire d'un autre, les chansons et les textes arrivent et finalement sont remplis de l'imaginaire de l'autre. Donc loin d'assécher le travail, ils viennent le nourrir. Et donc je me suis retrouvé avec ces textes qui pouvaient être aussi des choses sur les beaucoup d'artistes par exemple vont se référer à des écrivains ou des choses comme ça pour alimenter une œuvre. Moi je suis déjà sur certaines de mes œuvres sur 2 ou 3 générations. Je me réinspire d'un texte pour créer une nouvelle œuvre qui elle-même va redonner une chanson, etc. Donc on est vraiment sur des trucs comme ça qui sont un peu des chaînes infinies. Et parce que il y a l'imaginaire de l'autre, ça n'assèche pas le travail. Je m'ennuie pas avec ça. Je suis pas à me dire oui, c'est que moi, que voilà. Et voilà. Et donc, je commençais à faire des affiches pour la plupart de mes expositions, parce que l'affiche, ce sont des affiches qui ne sont pas des affiches qui sont faites pour être dehors, ce sont des affiches qui sont présentées dans le cadre des expositions, ce sont des œuvres, mais qui reprennent les codes de l'affiche. Donc en général, il y a un titre, une date, un lieu, et puis surtout, c'était le meilleur moyen de pouvoir remettre en avant le nom des gens qui participent de tous ces protocoles. Donc c'est aussi l'endroit où le motif, là vraiment réellement, devient le nom des autres, les lieux, etc. Donc, donc ça c'est l'affiche que j'avais créée pour la présentation à Duren de l'œuvre ici, donc celle que je viens de vous décrire, et donc sur laquelle on voit la description, les spécifications techniques de l'œuvre, comme on peut les voir sur un cartel. Avec des textes d'eux ou des chansons d'eux, avec le nom de chacun des auteurs, et entre parenthèses un extrait de la chanson de l'auteur. Chaque chanson s'appelant ici, entre parenthèses un extrait de la chanson pour les différencier simplement. Voilà. Et ensuite lieu, date, etc. Donc ça, ce sont vraiment maintenant j'ai fait une 50aine d'affiches. Si je faisais un livre, il y en a un d'ailleurs qui existe, mais pas exhaustif, mais on peut lire finalement l'ensemble du travail juste à travers les affiches. Comment le travail existe, où il est apparu, pourquoi, avec qui, etc., etc. Donc voilà l'œuvre présentée dans le musée.
c'est simplement, voilà, c'est simplement ça. Ce qu'on voit pas bien ici, mais autour, il y a les textes. Hein, donc c'est assez beau finalement, un texte sur un mur, hein, toujours. Ouais. C'est très difficile à photographier. Et voilà, je continue comme ça. Voilà, vous voyez l'œuvre. Et voilà, donc je vais vous présenter là deux textes, juste comme ça pour un texte surtout, celui-là parce qu'il est assez clair. D'ailleurs, l'auteur s'appelle Thomas Clair, qui est un écrivain très intéressant, que j'aime beaucoup, et à qui j'ai demandé d'écrire une chanson. Et donc voilà, donc il a écrit par rapport à ce que je viens de lui raconter, donc ce que je viens de vous lire, hein, il a écrit « Ici c'est la forêt et là-bas le soleil. J'attends le 15h12 sur le quai de la gare. Le train est en retard, le feu vert passe au rouge. J'essaie de me glisser à travers les rayons. Je prends la décision de me faire observer. Ici c'est la forêt et là-bas le soleil. Il n'y a presque personne. Des deux côtés des rails, un oiseau, des broussailles, du vent, le téléphone. Les panneaux seuls demeurent, envahis par les ronces. L'horloge fait une annonce avec des haut-parleurs. Alors on voit que là, il est vraiment très premier degré. Tu vois, il vient. J'ai des textes beaucoup plus abstraits. Celui-là est très. Il raconte vraiment. Ici, c'est la forêt et là-bas le soleil. Les maisons sont muettes car on est samedi. La banlieue est sujette à toutes les folies. On retrouve vraiment quasiment tout ce que j'ai pu raconter sur l'œuvre là-dedans. Une espèce de non-lieu d'ici un peu perdu. Je vois quelques nuages sur le supermarché. Les gens vont acheter de quoi passer leur âge. J'ai toujours un billet. Aller pour le soleil. Retour par la forêt. Très beau texte qui raconte vraiment, qui est vraiment un regard de l'œuvre, hein, comme une fenêtre ouverte sur l'œuvre, qui vraiment raconte quelque chose de ce que j'ai, même quelque chose d'au-delà de ce que j'aurais pu évoquer moi-même, et ça je vais y venir, parce que c'est ce qui m'importe le plus. Voilà. Et puis un autre texte qui est en anglais, donc je vous épargnerai la lecture, mais je vous raconte juste comment, justement, c'est très différent la façon dont cet artiste c'est d'ailleurs un écrivain, une critique, mais dans la façon dont elle a procédé. Ça s'appelle ici For Motor City. Elle a repris les grandes chansons du Motown, qui est le grand mouvement musical de Détroit. Et elle a retrouvé pas mal, le Motown parle beaucoup de sa propre ville, parle beaucoup de Détroit, donc elle a retrouvé pas mal de refrains ou de couplets comme ça, dans lesquels l'idée de la ville ou l'idée du lieu est là, et elle a fait un collage simplement de ça. Donc il y a des réponses très très diverses, mais qui sont en général très précises. Alors ça voilà, on va vers cette œuvre en fait, quand je l'ai faite, quand je l'ai pensée, j'ai tout de suite fait une copie. Elle existe, c'est deux œuvres séparées, mais il y a une copie exacte de l'œuvre que je viens de vous montrer en photo, que j'ai présentée partout ailleurs, enfin pas partout, j'ai présenté 2 fois pour l'instant, mais je la présente, comment dire ça, je l'ai présentée donc à la Biennale de Berlin, et je l'ai présentée à Glarus, dans un centre d'art, et donc quand elle est présentée dans ces espaces-là, elle s'appelle plus ici, elle s'appelle là-bas. Et c'est simplement, ça c'est très simple, c'est vraiment des trucs de poète. Hein. J'ai juste utilisé exactement les mêmes choses, exactement, et j'ai juste changé le titre, et ça change complètement le sens de l'œuvre. Et quand j'ai commandé les textes de chansons, j'ai pas dit aux auteurs d'ailleurs, vous l'avez vu, mais j'ai gardé exactement les mêmes textes, et j'ai juste changé le titre. Et donc on a une œuvre qui tourne, qui est montrée un peu partout, et qui s'appelle Là-bas. Et qui dit complètement autre chose finalement. Hein. Donc il suffit c'est un tout petit glissement, hein, pour raconter quelque chose. Et tout ça parle évidemment de cette relation entre l'ici et le là-bas, des choses quand même qui sont assez importantes voilà. Et donc ça c'est la même œuvre présentée. Donc à chaque fois il y a un poster qui apparaît. Donc il y a un premier poster qui a été fait pour Berlin qui est là, un poster pour Glarus, ça c'est Glarus. Et puis il y a le poster aussi ici qui apparaît, et on voit encore un peu les textes de chansons sur les murs. Ça, c'est la Biennale de Berlin. Voilà. Donc ça, c'est une œuvre qu'on aimerait présenter ici avec beaucoup plus de développement. Et ça, je vais vous en parler maintenant un peu. Parce que donc je me suis retrouvé avec un corpus de textes qui sont devenus donc vraiment c'est le travail et un matériau du travail, hein, vraiment des choses sur lesquelles je peux m'appuyer. Encore une fois, parce que nourrit l'imaginaire d'un autre. Et donc, je commençais à me poser la question, c'est tôt d'ailleurs, mais comment
comment incarner ces textes, comment leur donner vie, etc. Et moi qui n'avais jamais fait de performance, je me suis retrouvé à penser en termes de performance, comment à glisser vers la performance. Chose auquel j'aurais jamais pensé par moi-même. C'est vraiment Alors ça c'est intéressant aussi, c'est un truc qui m'intéresse, c'est quand on produit des œuvres protocolaires comme ça avec des process et qu'on les suit assez régulièrement, finalement elles deviennent comme des partitions qu'on commence, c'est comme une partition qui s'auto-écrit et qu'on commence à suivre soi-même, et donc on suit des fils logiques finalement. Et j'ai commencé à produire des performances, et donc la plus simple évidemment étant de donner les textes à des musiciens. Et donc j'avais fait ça au Palais de Tokyo pour une exposition qui s'appelait Lyrics en 2005, dans laquelle l'exposition était un concert et les musiciens venaient chanter les pièces. Mais j'avais fait un peu tout ça compact d'un coup. Maintenant, je dilue tout ça un peu dans le temps. Et puis j'ai aussi décidé que finalement, c'était pas forcément ces textes pouvaient être aussi déclamés, etc. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que tout ça propose des formes de mutation. On mute quand on est on est au contact de l'autre, de quelque chose d'autre. On commence à muter. Et là, bon, je commence donc avec une œuvre qui est la mienne, plus ou moins grossière. Je demande à des amis d'écrire des chansons. Donc on a déjà une forme de mutation, mais ces chansons gardent quand même quelque chose de l'idée de l'autre, de l'idée de l'œuvre et de l'idée de l'autre. C'est un bon lapsus. Et ensuite, elles sont articulées dans la bouche d'un performeur et elles ont là encore une autre forme. Et donc cette idée passe de la forme de l'œuvre, sa forme première, à la forme de texte, puis dans l'articulation même, elle est sculptée dans la bouche même du musicien ou du chanteur ou du performeur. Et ça m'intéresse aussi beaucoup. Et ça, c'est aussi une chose que j'ai découvert dans la pratique même de ce travail, de cette façon de regarder le travail. Donc j'ai commencé à faire des performances. Là, en l'occurrence, c'est une performance que j'ai proposée pour la Biennale d'Oku and Vezor à Venise, la dernière. Et là, je lui ai demandé de me trouver un acteur, et ça s'appelle The Lagunas Tribute, hommage à la lagune, un corner speaker, donc c'est le mec qui parle dans la rue à Venise. Alors là, on retrouve aussi tous les codes. On voit en bas, il y a tous les textes. Bon, après, comme ce sont pas des affiches qui sont faites pour être pour communiquer, ce sont des affiches qui sont aussi des œuvres. J'utilise beaucoup la sérigraphie parce que la sérigraphie aussi, vous le savez sûrement, est faite de films. C'est des écrans les uns sur les autres. Donc il y a ces histoires de couches qui sont très très proches finalement du process du travail. Et donc après, parfois je mets la couche un peu à l'envers. L'image vient par-dessus, donc ça bousille un petit peu le texte, mais ça crée aussi des choses. C'est vraiment des jeux aussi un peu formels à cet endroit-là. Et donc voilà, et donc on a ce mec, j'ai demandé à Okui, c'était un peu difficile à négocier parce qu'il préférait que je fasse un truc dans la Biennale, mais je lui ai demandé de me mettre à 2 ou 3 kilomètres de la Biennale et de poser un mec sur une petite caisse comme ça, qui est un bronze en fait, donc qui restait là tout le temps. De poser un acteur qui est absolument génial devant les couchers de soleil, et puis il tourne le dos au public et il s'adresse à la lagune et il dit ces textes qui ont été écrits sur mon travail à la lagune. Alors de temps en temps il y a le Vaporetto qui passe comme blablabla, donc le texte part on comprend plus rien, etc. Mais tout est dans l'image, c'est très romantique évidemment. C'était tous les soirs au coucher du soleil, donc le décor était majestueux, vous pouvez imaginer à Venise, avec ce type comme ça. Donc les gens, alors évidemment, le fait de le faire à distance de la Biennale permettait aussi de produire des rencontres qui n'auraient pas pu être si j'avais fait ça en sortant de la Biennale tous les soirs à 6 heures. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner un peu d'entertainment, de loisirs, enfin comme pour les gens qui sortent il s'agissait de créer une œuvre qui peut tomber dans le réel. Donc voilà, tomber dans la réalité de Venise. Évidemment, le public de la Biennale pouvait la croiser, mais un public lambda pouvait la croiser aussi. On tombait sur ce mec qui vous tournait le dos et qui parlait à la lagune des textes improbables. Enfin voilà. Et puis, autre forme d'utilisation de ces textes. Alors ça, c'est une chose que j'ai faite avec Nicolas dans une biennale, dans une ville qui s'appelle Kaunas en Lituanie. Il était curateur d'une biennale et il m'a demandé de participer. Je lui ai demandé de trouver un groupe local, des musiciens, et de réserver une salle dans la biennale comme salle de répétition. Et donc
là, l'enjeu, c'était, j'ai fait une sélection d'une dizaine de textes, donc qui sont une sorte de mini rétrospective ou quelque chose comme ça de mon travail. Et puis on les a confiés à ces musiciens, et le temps de la biennale, ils ont répété dans cette salle. Et je leur ai demandé, la seule chose que je leur ai demandé, c'est de me donner, je suis allé chercher le dernier jour de la biennale, je suis allé chercher un master, parce que j'ai produit un label, évidemment, parce que tout ça est dans des formes logiques. Et j'ai produit un disque de ce travail qu'ils ont fait, qu'on a fait finalement en collaboration. Et donc c'était le geste, c'était simplement ça. Donc il y avait une affiche qui annonçait ce qui se passait. Donc pareil, du 18-09 au 31-12 2015, Candy Train Collective, ça c'est le nom du groupe, va performer, ou en tout cas répéter Trees of Phantasmagoria About Distance. Ça c'était le titre de Nicolas, j'ai juste rajouté moi The Rehearsal, donc on a fait muter le titre de Nicolas pour aller vers quelque chose. Time After Time at the Central Post Office of Kaunas, qui était le lieu et en dessous on voit pas, mais en petit c'est le nom des gens, des gens qui ont écrit les textes, etc. Donc remise encore une fois le motif du travail, encore une fois le nom de ces gens. Ça donnait un truc très très bien. Donc voilà. À partir de là, j'ai commencé à produire récemment. Au début, j'étais hébergé par des amis sur des labels j'ai fait pas mal de disques comme ça. Puis finalement, j'ai décidé que j'avais besoin finalement d'archiver. Alors bon, archiver, c'était plus rigolo d'archiver. Je pouvais archiver moi-même en ayant des cassettes ou des machins ou whatever, ou en numérique. Je trouvais ça plus rigolo d'archiver en faisant un petit label. On fait des petits tirages à 500 exemplaires et j'en donne la moitié au groupe, j'en garde la moitié pour une diffusion, etc. Mais ce qui crée encore des formes d'échange, voilà. Et le label, ça c'est la couverture, du label, c'est ce qu'on voit à droite sur l'écran. Donc c'est pareil, c'est du design qui raconte le projet. Donc dans tout ce que je viens de vous raconter, il y a d'abord une œuvre qui est toujours là. C'est pas un travail iconoclaste. On est d'abord. Moi, j'essaye de produire une œuvre. Donc, elles n'ont pas toujours la qualité souhaitée, mais j'essaye. Donc en couverture, on voit les œuvres, et en dessous, on voit les cartels comme on pourrait les avoir dans un musée. Donc Saadana Fif, le titre 2004, etc. Donc tout ça est très documenté. Donc finalement, c'est une sorte de catalogue de mon travail. Et derrière, on a ce qu'on appelle le label, l'étiquette, c'est la traduction de label. Donc, on a toutes les informations, le nom du label, le numéro du disque, là c'est le deuxième qu'on a fait, le nom du groupe, le titre du disque. Et à l'intérieur, ce qui pourrait faire office de logo ou de signe, c'est toujours se dégrader, puisque le travail raconte toujours le passage d'un état à un autre. On raconte le passage d'une œuvre à un texte, à une chanson. Donc voilà, ça joue comme ça. Et à l'intérieur, on a les informations sur le groupe. Encore une fois, le nom des auteurs de chansons qui sont toujours liés ces choses sont toujours liées. Les titres de chacune des chansons qui sont aussi des titres d'œuvres qui ont été présentées avant. Et puis toutes les informations qu'on a autour d'un disque d'habitude. Donc ça, c'est le label. Et donc on a fait un site internet sur lequel on peut consulter le label. Et puis voilà, ça c'est une façon élégante de présenter du produit. Voilà, on détruit un disque à chaque fois, un peu comme une bouteille de champagne sur un bateau, et on le présente comme ça, et voilà. Donc c'est à peu près, tout le. Je vous ai raconté à peu près tout l'ensemble du processus. Évidemment, je m'attarde pas trop sur le sens des choses, mais tout ça amplifie à chaque fois des possibles interprétations, parce qu'on est sur des formes poétiques qui se surajoutent, donc on a plein d'endroits où on peut repartir d'un bout ou d'un autre pour reproduire quelque chose, pour réinterpréter quelque chose, donc ça devient un peu une sorte de réseau comme ça, de liens de l'un à l'autre, un texte, une œuvre, un titre, un disque, une chanson, qui peuvent être autant de prétextes à réactiver quelque chose.
en fait, voilà. Donc, ce que tout ça raconte, à mon sens maintenant, avec un peu de recul, c'est finalement un des probablement sujets principaux de mon travail. Et en revenant à ce texte que je vous ai présenté, cette œuvre que je vous ai présentée avec mon père, etc., et à cette possible définition d'une œuvre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont on prend en charge les œuvres d'art, cet espace-là. Toutes les œuvres d'art, par essence, sont des extraterrestres. Quand elles arrivent, elles sont des extraterrestres. On les regarde comme ça, avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'a voulu dire l'artiste? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et tout ça. Forme de réponse. Moi, je m'ennuyais de répondre directement. Elle voulait dire ça. Donc, j'ai retrouvé tout ce stratagème aussi, toutes ces stratégies pour éloigner, tout en étant vraiment dans le sujet, pour m'éloigner de ça. Donc une grande partie de mon attention aujourd'hui, c'est comment on regarde les œuvres, comment nous les partageons et comment nous les apprivoisons en les commentant. Les mécanismes d'intégration de l'œuvre dans nos systèmes de pensée, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que le travail est en train de raconter quelque chose de cet ordre-là, ce qui est assez abstrait finalement, mais il produit aussi des formes. C'est-à-dire que c'est pas, je vous parle de choses un peu du cœur du travail et du cœur de mes préoccupations, mais qui produisent aussi des formes qui sont réelles. C'est-à-dire le texte est réel, les disques sont réels, c'est des formes tangibles. Je suis pas dans un truc complètement abstrait. Marcel Duchamp disait, et ça c'est très important, c'est un des grands enjeux d'ailleurs de l'art contemporain, une question qui est encore discutée aujourd'hui, il disait c'est le regardeur qui fait le tableau. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est le regardeur qui fait le tableau? Ça veut dire que moi je suis artiste, je pose ça, je vous présente ça comme une œuvre, vous allez tous être d'accord ou pas, mais de toute façon vous êtes d'accord sur le fait que c'est une œuvre, puisque je suis artiste, je suis dans un musée, je présente ça comme une œuvre, mais on va tous commencer à regarder cet objet en se demandant, bon, alors c'est une œuvre, mais pourquoi, etc. Et chacun, avec nos propres systèmes de pensée, on va se forger une représentation de cet objet qu'on va mettre dans nos systèmes de pensée, dans nos systèmes de valeurs. Donc, c'est intéressant d'ailleurs par rapport même aux questions, il y a beaucoup de questions autour de l'auteur aujourd'hui, etc. Mais cette formule, elle pose une question quand même assez importante sur qui est l'auteur d'une œuvre, surtout quand c'est le regardeur qui accompagne l'œuvre et finalement qui produit aussi une part qui est aussi auteur en regardant et donc responsable de la façon dont on regarde les œuvres. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un verre qui a cette forme-là avec un peu d'eau dedans. J'appelle le verre d'eau avec un peu d'eau dedans. Alors, je vous dis, voilà, c'est une œuvre. Alors vous regardez le verre d'eau avec un peu d'eau dedans. Alors vous avez tous une relation, votre propre relation à l'eau, votre propre relation au verre, etc., etc. Et donc on va commencer à forger tous notre propre image, notre propre représentation de cette œuvre. Il y a quelque chose de commun, il y a quelque chose de personnel, il y a quelque chose de privé. Et c'est l'association de cet ensemble. C'est pas trop abstrait, mais l'association de cet ensemble de regards que nous portons, finalement, produit une forme immatérielle aux côtés de cette forme matérielle, qui est tout à fait partie prenante de l'œuvre, qui est constitutive aussi de cette œuvre. Mais le truc qui est un peu, c'est peut-être une des choses que j'essaye de représenter de façon assez grossière à travers ce système de chansons, qui sont toutes des regards finalement sur un projet. Et on peut regarder, on peut visualiser à peu près qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du regardeur quand le regardeur fait le tableau. Voilà. Ça, c'est un des sujets qui m'intéresse. Comment on apprivoise les œuvres, comment on les regarde, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du regardeur quand le regardeur fait le tableau. Et toutes ces choses-là sont les choses qui motivent, sont des questions extrêmement simples. Enfin, je veux dire, qui sont quand même des questions de base sur nos façons de percevoir, etc., mais qui peuvent motiver tout un ensemble de qui peuvent motiver tout un travail qui produit tout ce que je viens de vous montrer. C'est très peu ce que je viens de montrer par rapport à ce que je fais. Ce sont quelques exemples. Voilà. Alors, bon, j'ai quasiment fini là maintenant. Mais je peux vous montrer un petit truc qui est une petite chose un peu parallèle, parce que j'ai aussi des hobbies. Alors, je vais vous montrer une pièce sur laquelle je travaille depuis longtemps, depuis 2008, qui est une pièce qui commençait comme un hobby et qui finalement, je me suis aperçu qu'elle racontait à peu près la même chose
Au début, c'était presque une blague, puis finalement, je me suis aperçu que, bah oui, tiens, comme quoi on est un peu obsédé par les choses, et que finalement, elle était aussi une tentative de description, encore très maladroite, parce que c'est impossible de regarder dans l'esprit de l'autre. Donc, pour commencer à essayer de représenter ce qui se passe dans l'esprit du regardeur, c'est des métaphores parfois un peu lourdes, mais quand on met beaucoup de rigueur et quand on suit le fil d'un process avec un peu comme une partition que je vous racontais, on arrive parfois à des résultats étonnants. Et en 2008, j'ai commencé à faire ce travail idiot, j'ai commencé à collectionner tous les livres dans lesquels je trouvais La Fontaine de Duchamp. C'était une réflexion. Au départ, c'était une réflexion un peu rigolote comme ça. C'est vraiment un hobby. C'est de l'ordre du multiple. Je sais pas si je dois revenir là-dessus, mais dans l'économie de l'art, il y a l'œuvre unique et puis le multiple qui est souvent une œuvre un peu propagandaire comme ça, qui permet ou parfois commercial, mais qui permet ou souvent commercial d'ailleurs, mais qui permet d'ouvrir le travail sur sur un plus large public, etc., etc. Et le multiple en général, c'est soit une estampe reproduite à X quantité, soit un geste simple, soit etc. Puis on commence à réfléchir avec une galerie qui s'appelle Galerie des Multiples à comment on pourra produire des multiples qui ne soient que des pièces uniques. Alors pour faire ça, il fallait se baser sur une industrie existante, en l'occurrence l'industrie du livre. Et puis après, il fallait avoir un motif récurrent. Et là, pour le coup, le motif était tout trouvé, c'était La Fontaine de Duchamp, qui est justement parmi ces objets qui n'ont pas encore été apprivoisés. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que tant qu'une œuvre n'est pas complètement apprivoisée, elle reste vivante. Il y a des œuvres qui disparaissent dans les musées, qui sont comme ça, réifiées, comme ça, déifiées d'un coup le mot. Puis il y a des œuvres comme ça qui sont absolument incroyables et qui continuent à produire de la controverse et donc à 100 ans après à rester tout à fait vivante et comme au premier jour. C'est quand même, il n'y a rien qui l'a encore galvaudé cette pièce. Tout a été dit dessus, mais rien ne l'a encore, parce que personne n'a encore. Bon, ça c'est un peu le génie du Duchamp. Je pourrais vous raconter plus là-dessus sur la façon dont il a maîtrisé lui-même les controverses sur la pièce. Ça c'était probablement un de ses grands talents, c'était de pouvoir gérer la contradiction et comme il était joueur d'échecs, de pouvoir anticiper quelques coups comme ça. Mais en tout cas, bon, moi, humblement, je collectionne juste les fontaines. Alors, à chaque fois que je retrouve un livre, je déchire la fontaine, et je la fais encadrer parfaitement, donc je fais un petit produit comme ça, que je renvoie dans le milieu de l'art, dans le système de l'art, à travers des expositions, etc. Donc ça, c'est la partie active de ce projet, qui était au départ un hobby, mais qui prend énormément de temps. Et donc j'ai commencé à faire des expositions, voilà, où je présente l'ensemble des fontaines. Et quand je dis que ça rejoint un peu ce que je racontais juste avant, c'est-à-dire que on peut considérer, c'est aussi assez grossier évidemment, mais on peut considérer que l'ensemble de ces pages et l'ensemble de ces livres sont autant de points de vue sur cet objet qui s'appelle fontaine, et que finalement l'ensemble, cette accumulation commence à raconter quelque chose de cette forme que peut prendre le regard de l'autre quand il regarde le tableau. Comment, voilà, toutes ces choses, voilà. Ça, on reste dans ces sujets finalement qui m'importent. Donc c'est présenté comme ça, sous forme de grille, comme ça, c'est réorganisé comme des choses archivées. Ça joue là-dessus. Et puis c'est très bien encadré, c'est délicat, c'est aussi un ready-made, donc la page est elle-même ready-made, donc ça raconte, c'est plein de couches comme ça voilà, ça raconte aussi, c'est une prolongation du geste de Duchamp. En même temps, moi je te dis souvent que j'aurais pu faire ça avec la Joconde, mais ça aurait été beaucoup moins intéressant. Ça aurait été la même chose par rapport à ces idées d'explorer la façon dont on perçoit les œuvres d'art, mais ça aurait été beaucoup moins rigolo, parce que là quand même on a la dimension du ready-made et surtout la controverse autour de l'œuvre qui est encore tout à fait vivante et qui fait que cet objet devient... Alors là, ce qui était devenu intéressant, c'est que depuis 4-5 ans, l'œuvre est présentée de façon quasiment permanente. Enfin, en tout cas, cette partie du travail est présentée. Et donc, elle a commencé à produire lui-même ses propres commentaires. Donc, il commence à sortir des articles sur lesquels on voit ça d'Anafif et on voit des reproductions de La Fontaine. Donc là, on est vraiment dans des formes de mutation et un endroit où les choses twistent. Donc ça crée une archive dans l'archive. Ça s'appelle les archives de La Fontaine, l'ensemble du projet. Et
Voilà, et ça, voilà, donc ça c'est la bibliothèque de mon atelier. Donc c'est envahissant hein, comme projet, c'est vraiment un truc, ça demande beaucoup de temps. On a fait un site internet qui est très précis, on relaie tout, donc parce que ça joue évidemment, tout doit être vraiment extrêmement rigoureux. Donc voilà, tout est là, mais ça demande énormément. La rigueur demande beaucoup de temps, c'est emmerdant, mais c'est comme ça. Et donc voilà, donc ça prenait beaucoup de place. Et donc là, ce sont que des livres qui ont été détruits et qui sont le moule hein, ou le négatif de ce qu'on peut voir ici. Hein, voilà. Donc ça joue déjà aussi sur des choses assez duchampiennes, hein, sur cette idée de où est le moule, où est la représentation. Et ça, j'en ai fait une partie passive que je montre pour la première fois en ce moment à Pompidou, si vous passez à Paris, dans les collections permanentes du Musée d'Art Moderne. Voilà. Et donc là, les bibliothèques deviennent des sculptures qui sont faites de l'agglomérat d'objets qui sont des ready-made, tous ces livres bout à bout, mais eux-mêmes remis à distance comme des œuvres. Et là, sur les murs, pour la première fois, je montre cette série qui est la série de fontaines arrachées d'ouvrages qui parlent de l'œuvre de Saadane Afif et pas de l'œuvre de Duchamp. Et donc on est en train, enfin ça produit un truc comme ça qui est déjà en train de briller. Et évidemment, j'ai demandé à mes amis d'écrire des chansons. Donc on est déjà sur un truc qui va, on ne sait pas encore où ça va aller, mais on est déjà sur un truc qui deviendra peut-être une performance dans les rues de Montpellier d'ici quelques temps, ou je sais pas, tu vois. Mais on est déjà sur un truc qui est en train voilà. Et tout ça en passant à travers cette incroyable œuvre. Hein. C'est vraiment un truc comme ça, comme les parasites, je crois que c'est pas les épiphytes qui se nourrissent sans abîmer l'autre et qui finalement voilà, il y a des choses comme ça. Et donc c'est pas l'œuvre de Duchamp, c'est pas la fontaine de Duchamp, c'est quelque chose d'autre, un truc, voilà. Voilà. Et donc voilà, c'est présenté comme ça, c'est très chic à Pompidou, évidemment. Et donc là, ça c'est intéressant, c'est que la bibliothèque est à moitié pleine, hein, parce que ce projet va être montré toute l'année. Et l'idée, c'est que comme on est aujourd'hui, enfin cette année, c'est le centenaire de La Fontaine, donc moi je compte sur le fait qu'il y aura quelques publications à cause de centenaire. Et puis, évidemment, comme je montre beaucoup le projet, j'espère que je vais pouvoir alimenter ma petite partie augmentée, donc créer une petite course entre moi et Duchamp sur la fin de la production de la pièce. Et le musée devient aussi un outil pour finaliser l'œuvre, parce que cette œuvre a besoin, elle utilise tout le système de l'art pour pouvoir se générer, être créée, être produite. Donc elle a besoin du musée pour pouvoir se générer, et donc tout est là. Donc là, c'est pour ça que c'est vide, il reste une centaine de livres à trouver, une centaine d'ouvrages, parce que je vais arrêter à 1001. Pour renforcer aussi l'idée, hein, pourquoi 1001 c'est les 1001 nuits, parce qu'évidemment, c'est aussi cette fascination à comment certaines œuvres vraiment importantes produisent de la fiction, hein, comment finalement cet ensemble de commentaires qui est souvent... c'est tellement de contradictions que finalement ça commence il n'y a rien de rationnel là-dedans, ça produit vraiment des choses fictionnelles, hein, et donc les grandes œuvres, elles produisent la fiction, ça, elles font, donc ça, on joue sur les fairy tales. Voilà, ça c'est un petit cadeau pour ceux qui ont Instagram. C'est un autre projet, mais je vous laisse vous noter ça.